Il y a 25 ans, le Daily Mail titrait que l'internet était peut-être une mode passagère. J'avais envie de réagir là-dessus, d'autant plus qu'en 2025, j'entends un peu les mêmes échos au sujet du métavers. Alors cet article du Daily Mail, il mentionnait une étude scientifique qui regroupait des universités à la fois européennes et américaines. Et ces dernières avaient mis en évidence le fait que les jeunes commençaient à quitter l'Internet, qu'ils avaient testé, essayé un peu tout ce qui se faisait sur l'Internet, dont le commerce électronique, et que finalement, ça ne les avait que peu convaincus, et des millions de jeunes étaient sur le départ dans l'objectif de quitter l'Internet. L'un des arguments utilisés, c'était celui de dire que finalement, il n'y avait rien de plus beau que la vie réelle et que le digital n'offrait pas la satisfaction en comparaison avec des échanges bien réels, avec l'achat en magasin réel et tout le reste. C'est exactement les mêmes arguments que j'entends aujourd'hui au sujet du métavers et ça me fait réagir parce que c'est vrai que le métavers, lui, essaye encore plus de reproduire les codes du réel avec une immersion tridimensionnelle qui soit crédible. Et là, on se pose la question, est-ce que cet argument qui est à nouveau avancé a-t-il vraiment un sens ? Et d'où vient en fait cette réaction du public qui est celui de dire nous ne voulons pas du métavers, le métavers est mort, etc. Alors le métavers est mort, c'est justement le titre de mon dernier ouvrage où j'aborde toutes les critiques qui sont faites sur le métavers, dont celles que l'on vient d'aborder, et j'essaye de déconstruire l'ensemble de ces critiques pour les recontextualiser et donner un peu plus de profondeur à notre analyse. Car c'est vrai que si on analyse n'importe quelle technologie, on se rend compte qu'elle suit plus ou moins le cycle de Gartner, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une hype de la technologie, puis il y a une chute assez violente, ou ce qu'on appelle le creux de la désillusion, où en fait on perd confiance en cette technologie, et finalement pour atteindre plus tard une pente de consolidation. Et là on a l'impression que très vite le métavers a perdu sa hype et est tombé très bas. C'est notamment l'impression qu'on a en termes de médias et de communication du public. Si on regarde le comportement des acteurs du marché, on se rend compte qu'eux ont plus massivement investi dans cette technologie-là et qu'ils sont donc en train de construire cette consolidation, ils sont en train d'arriver sur le marché petit à petit. Donc il faut savoir aussi distinguer ce qui est de l'opinion, de la perception publique et ce qui est des réalités, des chiffres du marché. Donc ce qui m'intéresse aussi par rapport à cela, c'est de vous rappeler que le métavers, il est beaucoup dans les mains de la jeunesse aujourd'hui. Donc là encore, on retrouve le parallèle avec l'Internet, où c'était les jeunes qui étaient supposés quitter l'Internet dans les années 2000. Et ce sont ces jeunes qui aujourd'hui construisent le métavers. Il y a ces vraies questions de l'exploitation du travail des jeunes sur certains métavers, où en fait, les jeunes passent énormément de temps à produire du contenu, à produire des contenus qui sont en 3D et à les valoriser, alors quelquefois bien les valoriser, et puis très souvent en fait travailler des heures et des heures pour pas grand chose. Et donc là il y a aussi cette question à se poser de l'éthique qu'il y a derrière le métavers, c'est une des questions que je vais aborder. Donc il y a plein de raisons pour lesquelles on peut vouloir réfuter le métavers, ou en tout cas s'inquiéter, ou ne pas en vouloir tout simplement. Mais il faut se rappeler que on est aussi un petit peu calibré par, j'ai envie de dire, par la science-fiction, par toutes ces idées un petit peu formatées qui nous sont transmises au travers des différentes œuvres de science-fiction, qui ont perçu le métavers avant même qu'ils existent. C'est le cas de Stephenson qui a été le premier à utiliser le terme de métavers et qui aujourd'hui est en train de créer une plateforme qui s'apparente à un métavers, et notamment sur la partie blockchain. Donc là, on est certainement conditionné par tout ce qu'on a vu sur la science-fiction des dimensions métaversiques et certains films, évidemment, qui ont été traduits et qui ont tendance à nous faire peur parce qu'elles ont tendance à nous dire le métavers c'est tout ou rien. C'est-à-dire, je vais sur le métavers, j'y vais à 100%, je vais y passer mes journées entières et j'abandonne le monde réel. Alors qu'en réalité, il n'a jamais été question de cela. Et je pense que là, c'est vraiment l'impact de la science-fiction qui va jouer là-dessus. Et peut-être aussi, à l'époque de l'Internet, on avait aussi cette peur de l'abandon des magasins physiques, de la fin du courrier
papier, etc. Et bon, c'est vrai que si on vient 25 ans plus tard, bon, certaines de ces craintes se sont en fait, oui, avérées correctes, et c'était une cause de rejet, mais qui finalement a été aussi la cause d'adoption, ou la raison de l'adoption, hein, par la simplification des différentes procédures administratives, par la rapidité du mail, par la simplicité de la commande en ligne. Donc tous ces éléments-là, ces critiques que l'on fait aussi au métavers, sont aussi autant ses forces que ses faiblesses. Cette science-fiction, en fait, elle impacte sur nos idées, comme je vous le disais, et il y a des études qui ont prouvé que le métavers, aujourd'hui, sa vitesse d'adoption, elle est assez lente par rapport à d'autres technologies, on pense notamment à l'intelligence artificielle générative. Eh bien, contrairement aux technologies habituelles où on a peu d'adoption parce qu'on considère que la technologie n'est pas encore mature, on se rend compte en fait que pour le métavers, souvent c'est l'effet inverse. C'est-à-dire que les gens ne veulent pas adopter ou n'adoptent pas le métavers parce qu'ils ont l'impression que c'est quelque chose de trop puissant, quelque chose qui les dépasse. Et là, clairement, je pense que c'est l'impact de la science-fiction, de cet imaginaire collectif que l'on a, qui vient nous freiner dans cette adoption. Alors, curieusement, pour l'intelligence artificielle générative, qui pour moi représente un danger bien plus important en termes de contrôle et d'éthique, là on a adopté très très fort. Et alors forcément, on pense à d'autres facteurs qui vont être la facilité d'usage et l'utilité perçue. Et là, oui, en effet, on peut d'une certaine manière accuser le métavers peut-être de ne pas avoir séduit encore complètement le public au niveau des cas d'usage, ni de la facilité perçue de cet usage. Et là, ce sont des axes d'amélioration, mais j'ai envie de dire, aujourd'hui, les experts reconnaissent les cas d'usage, les experts reconnaissent une facilité d'interface et d'usage qui est vraiment, on va dire, on est sur la bonne pente de cette dimension-là. Et donc c'est plus aussi un problème de marketing et de communication des solutions. On a des belles solutions, on a des beaux outils sur le marché, on a du matériel, on a du logiciel qui les deux sont pas si coûteux finalement, mais on n'a peut-être pas réussi à marketer très bien le métavers et les cas d'usage. Alors oui, évidemment, il y a les dimensions santé, mais si on veut attraper vraiment le tout public, il faut aller sur des dimensions qui soient soit ludiques avec le gaming, soit plus de divertissement avec la possibilité d'avoir le cinéma à la maison. Donc j'avais fait une vidéo, par exemple sur Big Screen, qui pour moi est une possible killer app. Après, il y a au cas par cas, en fonction de vos passions, je pense, un cas d'usage qui va vous attraper et qui va vous amener à découvrir la réalité virtuelle, la réalité mixte et le métavers de manière, on va dire, plus générale, que ce soit pour un concert, que ce soit pour faire du sport en mode réalité virtuelle. Là, les cas d'usage sont de plus en plus présents et je pense que l'adoption, petit à petit, va se consolider, et notamment au travers de tous les publics et pas que des plus jeunes. Donc il y a beaucoup de questions autour du métavers, je ne prétends pas faire le tour de la question aujourd'hui, mais j'ai essayé de poser les bases dans cet ouvrage qui est le métavers est mort, parce que il faut toujours se demander pourquoi est-ce que les gens réagissent de cette manière-là, pourquoi une partie de cette population rejette d'une certaine manière le métavers, ou même pourquoi est-ce que les médias mettent en évidence aussi certaines critiques. Il y a toujours un fond de vérité. Quand on critique l'intelligence artificielle générative, quand on s'inquiète du contrôle de l'intelligence artificielle, il y a un fond de vérité, il y a une possible perte de contrôle. Et donc on doit se poser aussi la question sur le métavers, parce qu'on a autant de questions, si ce n'est plus, sur l'éthique, sur la régulation, que ce soit sur le vol de biens numériques, que ce soit sur le contrôle de nos données quand on a un casque de réalité virtuelle qui capte nos émotions faciales, mais qui sont aussi braquées sur l'intérieur de nos maisons. Donc il y a toutes ces questions sont celles que j'aborde dans mon ouvrage, mais que je voulais échanger avec vous, parce que c'est vrai que c'est 25 ans, un peu la date anniversaire de l'article du Daily Mail, avec cet Internet qui est une mode passagère ou qui pourrait bientôt mourir, me rappelle vraiment très fortement cette émotion et cette fin de la hype du métavers que l'on a vécu. Et pour moi, ce n'est pas du tout synonyme de fin du métavers, mais certainement que le concept est un peu usé, certainement qu'il va falloir redéfinir un petit peu ce métavers-là et les technologies qui y sont associées. Peut-être ne pas confondre métavers, réalité étendue, la XR et tous les panels aussi du Web 3 et du Web 3D. Donc il y a beaucoup de possibilités pour faire évoluer le métavers vers quelque chose peut-être de plus démocratique, et à commencer, de mon point de vue, par un web qui est un peu plus un web 3D, par un web qui est un peu plus un web émotionnel. Et donc là, je pense peut-être que
une des manières d'accrocher le public, c'est de rendre ces écrans plats, de rendre ce web plat en 2D avec des boutons, avec des rectangles dans des rectangles, ce web qui est finalement fatigant avec sa gestion des cookies, de rendre quelque chose de plus émotionnel. Et il y a un cas que j'aime bien ressortir assez souvent, c'est Amazon Beyond, c'est l'expérience d'achat sur Amazon, qui cette fois-ci ne se fait pas sur une liste d'items que vous consultez, mais où vous êtes dans l'espace. Dans l'espace, en fait, il y a un showroom 3D et vous vous baladez dans l'espace. Et donc ces showrooms, ils ont la force d'être thématiques. Et donc quand vous allez sur l'espace, Harry Potter, Poudlard, Hogwarts, etc., là, vous êtes... en fait, vous allez trouver votre bonheur parce que vous aimez cet environnement, vous aimez ce thème, c'est ce que vous recherchez. Vous ne recherchez pas toujours un item parmi une liste de millions d'autres. Vous recherchez une émotion. Et là, on est plus fort de mon point de vue. On est beaucoup plus fort. Donc c'est peut-être vers ça qu'on va tendre petit à petit, vers un web 3D, vers un web qui s'appuie sur un peu plus d'immersion, que ce soit avec la réalité augmentée, avec ce web 3D, et puis pour ceux qui seront les plus adeptes et qui voudront aller plus loin, et puis pour les cas d'usage qui seront les plus adaptés aussi, là aller sur de l'immersif avec le casque de réalité virtuelle. De mon point de vue, c'est la contrainte qui fait la force du métavers, c'est-à-dire je ne peux pas aller où je veux aujourd'hui, je ne peux pas voir les gens que je veux au quotidien, je ne peux pas voyager dans le temps, je ne peux pas opérer à distance. Le métavers, il sert un peu à cela, il sert en fait à nous éloigner, à oublier les contraintes et à ramener au cerveau une réalité concrète, directe, aujourd'hui, qui correspond à un cas d'usage. J'ai besoin d'organiser ma réunion, mais tout le monde était en confinement. Évidemment que le Covid a contribué à cette adoption du métavers. Et donc, ce Covid, c'était le symbole en fait de la contrainte, parce que si à cette époque-là, on était enfermé dans l'espace et dans le temps, mais finalement, on est toujours enfermé dans l'espace et dans le temps. On est certes libre de se déplacer, mais on est très limité dans l'espace et dans le temps en tant qu'humain. Ce sont des contraintes qui sont très très fortes. Donc c'est pour ça que je pense vraiment que tous les cas d'usage finalement que l'on retrouve sur le métavers sont des cas d'usage où on joue sur ça. On joue sur se libérer de l'espace et du temps, et puis se libérer aussi du réel. Alors parfois on en a besoin avec les jumeaux numériques, mais parfois on a envie d'autre chose. On a envie d'escapisme, on a envie de sentir autre chose et de sentir le monde différemment, ou même de sentir un autre monde. Et là, quand on pense au métavers comme un vecteur échappatoire de l'espace, du temps, et qui joue en plus sur l'imaginaire, pour moi là, on a toute la panoplie des cas d'usage qui sont possibles autour du métavers. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus pour aujourd'hui, mais en tout cas, si vous voulez en savoir plus, vous avez le métavers est mort, dans lequel j'aborde vraiment toutes les dimensions et toutes mes réflexions autour du métavers. Je vous souhaite une très bonne semaine, et puis à très vite pour une prochaine vidéo du Docteur Méta. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce format un peu plus en direct. Allez, bye bye.